Je ne voulais pas te blesser, c'est juste que je ne m'en souciais pas assez pour l'éviter, a-t-elle dit en riant après que je l'ai confrontée à son infidélité. J'ai commencé à faire mes valises en silence. Elle a arrêté de rire. Son visage a pâli. Je ne voulais pas partir, c'est juste que je ne m'en soucie pas assez pour rester, ai-je dit, et je suis sorti. La clé était sous le paillasson, exactement là où je lui avais dit qu'elle serait. Mon vol de retour de la conférence de Lyon avait été annulé, puis rétabli, me faisant atterrir à minuit au lieu de 16 heures. Je lui ai envoyé un texto depuis l'aéroport, mais je n'ai pas eu de réponse. Ce n'était pas inhabituel pour un vendredi soir. Elle était probablement sortie avec ses amis, le téléphone enfoui au fond d'un sac à main élégant. Je voulais juste mon lit. Le silence de mon appartement dans le 11e arrondissement de Paris était un soulagement après 3 jours de réseautage forcé. J'ai posé ma valise près de la porte, le bruit sourd étant trop fort dans le calme. C'est alors que je les ai vus. 2 verres de vin sur la table basse, dont un avec une trace de rouge à lèvres de la couleur des baies écrasés. Sa couleur. Une veste en cuir pour homme était jetée sur le dossier de son fauteuil de lecture. Une veste que je ne possédais pas. Un vide bourdonnant et froid s'est ouvert dans ma poitrine. J'ai marché comme un automate dans le couloir. La porte de notre chambre était entr'ouverte. La scène dans la chambre ne laissait aucun doute sur une situation intime récente. Sa silhouette endormie me tournant le dos et la présence d'un homme à côté d'elle. Son bras était enroulé autour de sa taille. Sur le sol, un indice révélateur brillait sous la lumière du réverbère qui filtrait à travers les stores. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Le bourdonnement dans ma poitrine est devenu plus fort, étouffant tout le reste. J'ai reculé en silence, je suis allé dans le salon et je me suis assis sur le canapé, juste à côté des verres sales. J'ai attendu. 1 heure plus tard, j'ai entendu un bruit de pas traînant. La lumière de la salle de bain s'est allumée, puis éteinte. Il est sorti à pas de loup, torse nu, s'arrêtant net en me voyant. Il était plus jeune, avec la barbe de 3 jours soigneusement entretenue d'un gars qui fait beaucoup d'efforts pour avoir l'air de ne pas en faire. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste dépêché de retourner dans le couloir. J'ai entendu des chuchotements frénétiques. Chloé est apparue seule, enveloppée dans son peignoir en soie, son visage étant un masque de panique se durcissant en défi. Le gars, Théo, comme je l'apprendrai plus tard, s'est glissé derrière moi avec sa veste et ses chaussures, sans établir de contact visuel, et est sorti. La porte s'est refermée avec un déclic. Le silence est revenu, maintenant lourd et malsain. Depuis combien de temps? Ma voix semblait étrangère, calme et plate. Gabriel, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je pense. Depuis combien de temps, Chloé? Elle a croisé les bras, se serrant contre elle-même. Quelquefois. Ça ne veut rien dire. Des mois? Des semaines? 3 mois? Un rire, amer et tranchant, a essayé de se frayer un chemin dans ma gorge. Je l'ai ravalé. 3 mois. J'avais été à Lyon pour présenter le projet qui assurerait le financement de mon équipe. Le projet sur lequel j'avais travaillé tard pendant des semaines, celui qu'elle avait appelé tes tableurs ennuyeux avec un baiser taquin. J'avais cru que ce baiser était de l'affection. Maintenant, je savais que c'était du rejet. Pourquoi? Elle a levé les bras au ciel. Pourquoi? Parce que tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es toujours dans ta tête avec ton travail, avec ton silence. Théo est présent. Il est passionnant. Donc, c'est de ma faute. Je n'ai pas dit ça. Mon Dieu, tu fais toujours ça. Déformer les choses pour faire de moi la méchante. Elle a fait les 100 pas, son peignoir flottant. C'est juste arrivé. Je ne l'avais pas prévu. Je l'ai simplement regardé. J'ai vu la fille pour qui j'avais changé de ville. La femme dont j'avais conduit le père à sa chimiothérapie chaque semaine pendant 1 mois. La personne avec qui j'avais imaginé un avenir se dissoudre devant moi pour devenir une étrangère jouant un scénario vieux et usé. Es-tu amoureuse de lui? Quoi? Non, c'est juste, c'est différent. Veux-tu être avec lui? Je ne sais pas. Peut-être. C'est nouveau. J'ai besoin d'y réfléchir. J'ai hoché la tête lentement. Le bourdonnement se cristallisait en une seule note claire. D'accord. D'accord, quoi? Elle avait l'air confuse,
comme si j'avais sauté une page dans la dispute qu'elle avait répétée. Tu devrais y réfléchir. Je me suis levé et j'ai marché vers notre chambre. La chambre? Où vas-tu? Sa voix s'est aiguisée, me poursuivant. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au placard et j'ai sorti mon vieux sac de sport de l'étagère du haut. Puis je suis allé à ma commode. Chaussettes, caleçons, t-shirt, jeans. J'ai fait mes bagages méthodiquement, sans rien plier, les plaçant simplement à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Elle était sur le pas de la porte maintenant, sa voix montant d'une octave. Je suis passé devant elle pour aller à la salle de bain. Brosse à dents, rasoir, déodorant, l'étui de lentilles de contact de rechange. Je les ai glissés dans ma trousse de toilette. Arrête, a-t-elle exigé en me suivant de nouveau dans la chambre. Arrête ça tout de suite. Es-tu sérieusement en train de préparer un sac? Tu vas partir pour ça? J'ai dézippé ma valise laissée dans le couloir, celle avec laquelle j'avais vécu pendant 3 jours, et j'ai commencé à y transférer le contenu du sac de sport. Vêtements de travail, chaussures habillées, mon porte-documents. Gabriel, parle-moi. Ce n'était qu'une aventure. Tu es ridicule. Je me suis finalement tourné pour la regarder. Le défi était toujours là, mais il se fissurait sur les bords, révélant la panique en dessous. Elle ne pouvait pas contrôler le récit si je refusais de lire mes répliques. Dis quelque chose, a-t-elle crié, les mots rebondissant sur les murs. J'ai pris une lente inspiration. La note claire dans ma tête était un ordre. Ne t'engage pas, tout simplement. J'ai besoin de comprendre, ai-je dit. Ma voix était toujours de ce calme terrible et constant. Donc, tu dis que tu n'avais pas l'intention de me blesser? Non, bien sûr que je n'en avais pas l'intention. Mon Dieu. Elle a laissé échapper un son nerveux et frustré, un demi-rire, une moquerie. C'était censé me rabaisser, présenter ma douleur comme une réaction excessive à sa transgression désinvolte. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je ne m'en souciais pas assez pour ne pas le faire. C'était là, l'essence même de la chose, polie et offerte avec un haussement d'épaule. Pas de la méchanceté, mais une indifférence absolue et banale. Mon amour, ma confiance, nos 5 années, il ne valait pas l'effort minimal de s'en soucier assez pour ne pas les briser. Quelque chose s'est alors installé en moi. Final, comme un lourd verrou qui s'enclenche. Je me suis tourné vers ma valise et je l'ai fermée. Le bruit était définitif. Je l'ai ramassé, j'ai hissé la sacoche de mon ordinateur portable sur mon épaule. J'ai marché vers la porte d'entrée. Sa confusion s'était transformée en vraie peur. Elle s'est plantée entre moi et la porte. Attends, tu pars vraiment? Juste comme ça. Où vas-tu aller? J'ai arrêté de la regarder. De la regarder vraiment? La femme que j'aimais avait disparu. Ce n'était que l'enveloppe qu'elle avait laissée derrière elle. J'ai vu la pâleur de sa peau, l'écarquillement de ses yeux alors qu'elle réalisait que je ne faisais pas un caprice. C'était une sortie. Je ne voulais pas te quitter, ai-je dit, ma voix basse et parfaitement calme. Un miroir tendu vers ses propres mots. C'est juste que je ne m'en soucie pas assez pour ne pas le faire. La dernière once de couleur s'est vidée de son visage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Le rire avait disparu. Le défi était effacé. Elle avait juste l'air vide. Je l'ai contourné, mon mouvement doux mais irrévocable. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti dans le couloir, tirant la porte derrière moi. Elle n'a pas claqué. Elle s'est refermée avec un doux bruit final, comme le couvercle d'une boîte que l'on ferme sur quelque chose qui était déjà mort. La chambre d'hôtel sentait le nettoyant aux agrumes et le vide. J'avais choisi la moins chère près de Roissy, un endroit conçu pour les gens de passage. Je me suis assis sur le bord du lit rigide, ma valise et la sacoche de mon ordinateur portable à côté de moi comme des chiens fidèles et silencieux. Le bourdonnement dans ma poitrine s'était calmé, remplacé par une vaste électricité statique et silencieuse. Je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, juste une absence creuse et résonnante, comme si l'essence même de moi-même avait été enlevée chirurgicalement, et que l'on m'avait laissé pour observer la cavité vide. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste existé. J'ai commandé un club sandwich au service d'étage à 2 heures du matin et je l'ai mangé méthodiquement, sans rien goûter. J'ai regardé des téléachats jusqu'au lever du soleil.
Les présentateurs enjoués formaient une bande-son bizarre pour la fin de ma vie telle que je la connaissais. Dans la lumière grise du matin, les souvenirs ont commencé à faire irruption. Pas les bons. Cela ferait trop mal, et mon esprit semblait les bloquer par protection. Au lieu de cela, il a offert un flashback, net et spontané. Il y a 2 ans, Chloé, des larmes coulant sur son visage, tenant le test positif. Ce n'était pas prévu. Nous avions peur. Je l'ai serré dans mes bras, mon propre cœur battant la chamade avec un mélange terrifiant d'appréhension et d'un étrange espoir naissant. On trouvera une solution, avais-je dit dans ses cheveux. Ensemble. Une semaine plus tard, la fausse couche. Elle était dévastée, un air à vif de chagrin. J'ai pris 2 semaines de congé. J'ai cuisiné chaque repas. Je l'ai tenue pendant les terreurs nocturnes. J'ai géré les appels de sa famille. Je me suis assis dans la salle de bain avec elle pendant qu'elle pleurait sur le sol. Quand elle a finalement émergé, clignant des yeux dans la lumière du soleil. Elle m'avait serré la main et avait dit « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ». J'avais laissé cette phrase cimenter mon identité pendant des années. Son protecteur, sa fondation, celui qui restait. Maintenant, dans la chambre d'hôtel stérile, l'ironie était un couteau froid. Celui qui était resté était celui qui avait été jugé non présent. La fondation était quelque chose sur laquelle on construisait jusqu'à ce que l'on veuille une vue différente. Ensuite, on la laissait enterrer sans y penser à 2 fois. L'électricité statique dans ma tête a commencé à reculer, remplacée par une clarté opérationnelle froide. Le deuil était un luxe. C'était maintenant un problème logistique. Mon téléphone a vibré. Une série de notifications de Chloé. Où es-tu? C'est de la folie. Rentre à la maison pour que nous puissions parler comme des adultes. Gabriel, réponds-moi. Tu vas vraiment m'ignorer après tout ça? Bien. Fais l'enfant. Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai transféré ma moitié des factures du mois dernier de notre compte joint vers mon compte personnel. J'ai annulé le paiement automatique de nos prochaines vacances, celles en Grèce pour lesquelles j'avais économisé comme surprise pour notre anniversaire. L'email de confirmation m'a fait l'effet de me délester d'un poids. Puis j'ai envoyé un seul texto. Je l'ai rédigé 3 fois, le dépouillant de toute émotion, de toute accroche qu'elle pourrait utiliser contre moi. Mes affaires seront récupérées à l'appartement mardi après-midi. Ta clé sera laissée au gardien de l'immeuble, Monsieur Pelletier. S'il te plaît, retire tout ce que tu considères comme étant à toi avant cette date. Sa réponse a été instantanée. Chloé, c'est quoi ce bordel Gabriel, tu abandonnes tout simplement. Tu ne vas même pas te battre pour nous. C'est le peu d'importance que j'avais pour toi. J'ai posé le téléphone face vers le bas. C'était le dernier texto d'elle que je lirai jamais. J'ai méthodiquement parcouru mes réseaux sociaux. Je me suis détagué. J'ai changé mon statut relationnel pour célibataire. J'ai arrêté de la suivre, puis, sans faire de drame, je l'ai bloqué sur tout. Instagram, Facebook, Twitter, même Spotify. Ce n'était pas un acte de colère. C'était de l'hygiène. Éliminer une source d'infection. Ensuite, les amis. Notre cercle commun. J'ai choisi les 3 que je respectais le plus et j'ai envoyé des messages presque identiques. Salut. Juste pour vous prévenir. Chloé et moi nous sommes séparés. C'est dû à une infidélité de sa part. Je ne souhaite pas discuter des détails, mais je voulais que vous l'entendiez de moi. Je prends un peu de recul, mais j'apprécie votre amitié. Les réponses ont été un mélange de choc, de soutien et de sympathie maladroite. Je les ai remerciés et je n'ai pas poursuivi la conversation. Je construisais un mur, brique silencieuse après brique silencieuse. Mardi est arrivé. J'ai engagé un service de déménagement via une application. Trop poli. Des étrangers indifférents dans des polos assortis ont emballé le reste de mes vêtements, mes livres, mes disques, l'ensemble de couteaux de chef que mon père m'avait donné. Ils ont tout mis dans le garde-meuble numéro 317. Ils ont laissé la clé au gardien Monsieur Pelletier. Toute l'opération m'a coûté 350 €. C'était le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Les semaines suivantes se sont écoulées à un rythme étrange et paisible. J'ai prolongé mon séjour à l'hôtel de l'aéroport, puis j'ai trouvé une sous-location meublée au centre-ville,
une boîte minimaliste avec vue sur d'autres bâtiments près de la République. Je suis allé travailler. J'ai fait mon travail. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé à courir le long des quais de la Seine. Le martèlement de mes pieds sur le pavé était une méditation. Le silence de mon appartement n'était plus vide. Il était propre. La première onde de karma est arrivée 3 semaines plus tard par l'intermédiaire de Mathieu, l'un des amis communs à qui j'avais envoyé un message. Nous nous sommes retrouvés pour un verre, c'était son idée. Alors, a-t-il dit en se remuant d'un air inconfortable après la première gorgée. Tu as vraiment disparu des radars, mec. Je me concentre, c'est tout, ai-je dit. Sur quoi? Sur le fait de ne pas me concentrer sur le passé. Il a hoché la tête, puis s'est légèrement penché en avant. Écoute, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais comme tu es si calme, les choses ne vont pas fort avec Chloé. Et Théo, j'ai pris une gorgée. Je n'ai rien dit. Mon silence était une invitation à continuer. Pas par curiosité, mais parce que je comprenais qu'il avait besoin de se vider le cœur. Elle l'a fait emménager Jean une semaine après ton départ. Un gros drame. Mais le gars, c'est un désastre. Il a perdu son boulot de barman. Il arrivait ivre ou pas du tout. J'ai entendu par Aurélie qu'il a un petit casier judiciaire. Petit vol, trouble à l'ordre public. Je suis resté silencieux. Et Chloé n'est plus la même. Elle a posté toutes ses photos de nouveaux chapitres avec lui, mais la semaine dernière, elle a publié cette citation vague sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes, puis elle l'a effacée. Aurélie a dit qu'elle les a vus se disputer bruyamment dans un parking. Il a jeté un sac de plats à emporter sur sa voiture. J'ai ressenti une pitié lointaine et abstraite, le genre que l'on ressent pour un personnage de film qui fait des choix manifestement désastreux. Cela n'avait aucun lien avec moi. Ça a l'air instable. Ai-je finalement dit, la voix neutre. Ouais, sans blague. Tu as échappé à une situation dangereuse, mec. Je n'étais ni d'accord ni en désaccord. Une balle implique que quelque chose a été tiré sur vous. Cela ressemblait plus au fait d'avoir volontairement quitté un chemin qui s'effritait devant moi. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, de retour dans ma paisible sous-location, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Inconnu. Gabriel, c'est Chloé. Je sais que tu m'as bloqué. S'il te plaît, j'ai fait une énorme erreur. Pouvons-nous juste parler? Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Je suis tellement désolé. Les mots sont restés là sur l'écran, brillant dans la pièce sombre. Je ne ressentais rien. Pas de frisson, pas de joie malveillante, pas d'attendrissement. Ces excuses étaient un caillou jeté dans l'océan de mon indifférence. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement fait glisser la notification pour l'effacer. L'écran s'est éteint, me renvoyant ma propre expression placide. Le silence, une fois de plus, était absolu. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé ces verres de vin, j'avais l'impression qu'ils m'appartenaient. Le silence après son premier texto n'était pas une tactique. C'était simplement mon nouvel état d'être. Ces mots sont entrés dans l'atmosphère de ma vie et se sont dissipés comme de la fumée dans un vaste espace ouvert. Je ne me sentais pas fort ni vengé. Je me sentais libre. Les chaînes n'avaient pas été brisées dans une lutte dramatique. J'avais simplement réalisé qu'elles n'avaient jamais été verrouillées et je m'en étais éloigné. Ma vie a commencé à se remplir à nouveau, non pas de bruit, mais de substance. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie à la maison des associations du quartier, quelque chose dont j'avais toujours parlé avec Chloé, qui avait appelé ça un passe-temps de vieil homme poussiéreux. L'odeur de la sciure de bois et la concentration nécessaire pour faire une coupe droite étaient une méditation. J'ai repris contact avec Vincent, un ami d'université qu'elle jugeait trop cynique, et nous avons commencé à faire des randonnées tous les dimanches en forêt de Fontainebleau. Les conversations étaient faciles, ponctuées de silences confortables pendant notre ascension. Je n'ai pas parlé d'elle. Il n'a pas posé de questions. Pendant ce temps, le monde de mon passé continuait de se consumer sans moi. Les nouvelles arrivaient avec parcimonie par le bouche à oreille réticent de connaissances communes qui semblaient avoir besoin de confirmer le désastre. L'effondrement de Théo a été rapide et public. Un ami d'un ami a posté une vidéo floue et dramatique d'un bar du centre-ville 2 mois après mon départ. C'était Théo, torse nu et hurlant, plaqué sur le capot d'une voiture de police.
La légende disait, le mec a essayé de se battre avec le videur, le barman et les forces de l'ordre. Dièse aïe. J'ai fait défiler la page. C'était la tragédie de quelqu'un d'autre. Puis est venu le premier messager. C'était un appel d'Isabelle, la meilleure amie de Chloé, et une femme qui m'avait toujours considéré comme un accessoire légèrement décevant dans la vie de Chloé. Gabriel, salut. Mon Dieu, ça fait un bail. Sa voix était mielleuse, d'une fausse chaleur. Isabelle. J'étais dans mon atelier, en train de poncer le bord d'une planche à découper en érable. Écoute, je voulais juste, j'appelle en tant qu'ami pour vous deux. Je sais que ce que Chloé a fait était impardonnable. Je n'ai ni confirmé ni nié. J'ai continué à poncer. Le bruit rythmique du ponçage était un contrepoint apaisant à sa voix. Mais elle va vraiment mal. Ce gars, Théo, c'était un désastre. Il avait eu des comportements violents, l'avait blessé lors d'une altercation avant de se faire arrêter. Elle est dévastée et seule. Le bruit du ponçage continuait. Elle a retenu la leçon, Gabriel. Une leçon vraiment, vraiment dure. Je pense que si tu l'écoutais simplement, ça pourrait l'aider à guérir. Elle t'aime toujours, tu sais. Elle est juste tellement perdue. J'ai posé la ponceuse. Le bois était lisse sous mes doigts. J'apprécie que tu m'aies contacté, Isabelle, ai-je dit, d'une voix calme. Mais ma décision est définitive. J'espère qu'elle trouvera le soutien dont elle a besoin. Le sous-entendu était clair, auprès de quelqu'un d'autre. Il y a eu un long silence. Ma politesse avait désarmé son scénario. Tu es vraiment aussi froid? A-t-elle finalement dit, la douceur s'évaporant. Je suis aussi déterminé, ai-je corrigé doucement. Prends soin de toi. La tentative suivante a été plus directe. Un message vocal de la sœur de Chloé, Manon, une femme dont j'avais passé des années à chercher vainement l'approbation. Gabriel, c'est Manon. Écoute, je ne me suis jamais mêlé de vos histoires, mais là, ça va trop loin. Elle a commis une erreur grave, d'accord? Tout le monde fait des erreurs. Mais que tu l'abandonnes complètement alors qu'elle est au plus bas. Ce n'est pas l'homme que je croyais que tu étais. Ce type de Théo est en prison, à sa place. Mais c'est elle qui purge une peine à perpétuité dans sa propre tête. Et un peu de compassion. Appelle-la. J'ai supprimé le message vocal. L'homme qu'elle croyait que j'étais n'était qu'une fiction, une figure placide et complaisante qui existait pour stabiliser sa sœur. Cet homme n'était plus. L'ultime élément d'information désespéré n'est pas venu d'une personne, mais du brouillard numérique. Par curiosité morbide, lors d'une soirée tranquille, Vincent a affiché le casier judiciaire public de Théo sur son ordinateur portable. Tout était là, de multiples accusations suite à l'altercation dans le bar, plus un mandat d'arrêt antérieur pour violation d'une ordonnance d'éloignement envers une autre ex-petite amie. Cet homme était un schéma répétitif, pas une anomalie. Chloé n'avait pas échangé sa vie contre plus de sensations fortes. Elle avait sauté d'une plateforme stable sur une ligne de faille sismique connue. Puis mon téléphone s'est allumé avec un numéro local. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. 1 heure plus tard, j'ai écouté. C'était Chloé, mais pas la femme implorante et brisée des textos. Cette voix était brute, rauque et crépitée d'une fureur qui avait finalement brisé la façade de victime. Tu sais quoi, Gabriel? Bien. Tu as gagné. Tu es le parfait martyr stoïque. J'ai compris. Ces mots étaient pâteux, à cause de l'alcool ou des larmes. Je suis la méchante. Je suis la folle qui a tout gâché. Mais toi, tu n'as jamais été capable de véritable amour, n'est-ce pas? Le véritable amour pardonne. Le véritable amour se bat. Toi, tu pars, c'est tout. Tu es un fantôme. Un fantôme agréable et poli. J'ai tout perdu. Tout. Et tu ne peux même pas décrocher le téléphone pour me dire que j'ai eu ce que je méritais. Tu es un lâche. Un lâche froid et sans cœur. Je suis mieux sans toi. Tu m'entends? Je suis mieux sans toi. Le message s'est terminé par un fracas étouffé, comme quelque chose qu'on jette. Puis des sanglots. Puis la tonalité. J'ai sauvegardé le message vocal, non par sentimentalisme, mais comme un rappel. C'était là son noyau authentique. Une fois que la comédie des remords n'avait pas réussi à susciter de réaction,
c'était la colère d'une personne qui croyait que ses propres conséquences devraient être la responsabilité de quelqu'un d'autre à atténuer. Le dernier vestige de toute douceur en moi s'est pétrifié, se transformant en pierre. Elle m'avait montré sa vérité 2 fois maintenant. D'abord dans son indifférence, puis dans sa rage. Je l'ai cru les 2 fois. Ce week-end-là, j'ai terminé la planche à découper en érable. Je l'ai huilée et elle rayonnait, le grain étant riche et profond. Vincent est venu et j'ai fait griller des steaks. Nous avons mangé sur ma nouvelle création. Alors que nous étions assis sur le petit balcon de ma sous-location, les lumières de la ville scintillant, une paix profonde et inébranlable s'est installée en moi. Le bruit de mon passé était un écho lointain qui s'effaçait. Ici, dans le présent tranquille, je construisais quelque chose de réel. Une coupe droite, un jour calme à la fois. Le décor était planté. Le dernier acte n'était pas à moi de le jouer. Mais je savais, avec une certitude qui ressemblait au destin, qu'elle essaierait de m'entraîner à nouveau dans sa pièce une dernière fois. Et je savais avec encore plus de certitude qu'il ne me resterait aucune réplique à prononcer. 6 mois jour pour jour après mon départ, j'attendais un café noisette au café des Quais, un café près de mon nouveau bureau. La sous-location était terminée. J'avais loué un appartement moderne et aéré avec vue sur la Seine et de la place pour un véritable atelier. La planche en érable avait été le premier d'une longue série de projets. Le silence là-bas était le mien, rempli de la musique que je choisissais, ou de la tranquillité satisfaisante de la création. Vincent était en retard, alors j'avais commandé le premier, faisant défiler nonchalamment les plans architecturaux d'une bibliothèque sur mesure sur mon téléphone. J'étais en paix. Pas le calme fragile de la chambre d'hôtel, mais une tranquillité solide et méritée. La cloche de la porte de la boutique a tinté. J'ai levé les yeux par habitude. C'était Chloé. Elle restait figée juste à l'intérieur de l'entrée, se découpant en silhouette contre la lumière grise de l'après-midi. Elle semblait diminuer. La femme vibrante et insouciante qui avait ri de ma douleur n'était plus là. Cette femme était plus mince, les épaules voûtées dans un manteau qui semblait trop grand. Ses yeux, qui cherchaient une place, se sont posés sur moi et se sont écarquillés. Un kaléidoscope d'émotions a tordu ses traits. Le choc, l'espoir, un calcul frénétique, une onde profonde. J'ai regardé cela se dérouler de loin, comme si j'observais un animal curieux. Je n'ai rien ressenti. Pas d'accélération du pouls, pas de sueur froide, juste un léger intérêt d'observation pour ce qu'elle allait faire ensuite. Elle a marché vers moi. Ma table était près de la fenêtre, une petite table pour 2. Il n'y avait pas de voie de fuite pour elle, pas d'approche ambiguë. C'était une ligne directe. Gabriel. Sa voix n'était qu'un fragment de son, rauque par manque d'usage ou à cause des pleurs. J'ai fait un seul signe de tête lent. Chloé. Elle a tressailli face à cette neutralité. C'était pire que de la haine. Tu as l'air vraiment bien. C'était vrai. La course à pied et la menuiserie m'avaient aminci. La tension constante qu'elle avait apportée dans ma vie s'était évaporée de mon visage. J'avais l'air reposé. Merci, ai-je dit comme si elle avait complimenté la cravate d'un inconnu. Puis-je? Sa main a fait un faible geste vers la chaise vide en face de moi. J'attends un ami. Ni un non, ni un oui, un simple fait. Juste pour une seconde, s'il te plaît. Le s'il te plaît était fragile. J'ai incliné la tête, une concession infime. Elle s'est assise, perchée sur le bord de la chaise comme un oiseau prêt à s'enfuir. Ses mains tordaient une serviette du distributeur. Elle regardait mes mains, mon visage, ma tasse de café, partout sauf directement dans mes yeux, qui ne gardaient qu'une concentration calme et sans faille. Je ne sais même pas par où commencer. Elle a pris une inspiration tremblante. Tout s'est effondré. Tout. Ce que je t'ai dit cette nuit-là, c'était la pire chose que j'ai jamais dite à quelqu'un. Ce n'était pas vrai. J'essayais de te blesser parce que je me sentais tellement coupable. J'étais lâche. J'ai écouté. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas encouragé. Je n'ai pas interrompu. J'étais un lac absorbant un caillou. Il a coulé sans faire de vagues. Théo, c'était un escroc, un homme violent. Il a pris de l'argent. Il avait commis des actes de violence envers moi. Elle a dit cette dernière partie rapidement, comme pour tester si c'était la clé de ma sympathie. Mon expression n'a pas changé. Il est en prison maintenant,
pour longtemps, je crois. Et je suis tellement seul. Mes amis, elles ne comprennent pas. Isabelle dit juste, je te l'avais bien dit. Manon en a marre de mes drames. Elle a eu un rire humide et pathétique. Je suis en thérapie maintenant. Je fais vraiment le travail sur moi-même. Vraiment. Elle a finalement levé les yeux, son regard cherchant dans le mien une faille, une lueur de l'ancien Gabriel, le protecteur, celui qui absorbait sa douleur. Elle n'a trouvé qu'une surface polie et impénétrable. J'ai revécu cette nuit-là 1000 fois, a-t-elle chuchoté, les larmes aux yeux. J'ai été une idiote. Une idiote cruelle et égoïste. J'ai jeté la meilleure chose que je n'ai jamais eue parce que je m'ennuyais et que j'étais stupide et qu'il m'a donné de l'attention bon marché. Je suis tellement désolé, Gabriel. Pas seulement pour t'avoir trompé. Pour les mots, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais rien. Tu étais tout. Le serveur a appelé mon nom. Je me suis levé, j'ai récupéré mon café noisette au comptoir, et je suis retourné à la table. Je n'ai pas proposé de lui prendre quoi que ce soit. J'ai pris une lente gorgée, la riche amertume m'ancrant dans le présent. Ce moment, cette conclusion est là. Elle a rassemblé son courage, un espoir désespéré illuminant son visage rayé par les larmes. Y a-t-il une chance, même pour un café, juste pour parler? Pas maintenant, mais un jour. Je comprendrai si tu me haïssais pour toujours. Mais peut-être que nous pourrions trouver un moyen d'être civils. Ou je prendrai n'importe quoi. Juste une chance de te montrer que je ne suis plus cette personne. C'était son coup final. L'entière vulnérabilité, la faute admise, la promesse de changement. C'était une bonne performance. Cela aurait pu marcher sur l'ancien moi. J'ai posé ma tasse avec un doux clic. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai pas vu le fantôme de mon amour passé, mais une femme triste et désemparée qui avait réduit sa propre vie en cendres et qui sentait maintenant la fumée sur le vent de la mienne. Tu m'as dit la vérité cette nuit-là, Chloé, ai-je dit, la voix basse, régulière et parfaitement claire. Tu ne t'en souciais pas assez. Ce n'était pas toi en train d'être cruel. C'était toi en train d'être honnête pour la première fois depuis longtemps. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué. Le rythme régulier de mes mots était un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Cette vérité m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour partir. C'est le seul cadeau que tu m'aies fait au cours de ces derniers mois. J'ai fait une pause, laissant s'installer la gentillesse brutale de cette déclaration. Je ne veux pas te blesser en disant cela, mais cette même vérité signifie que je ne m'en soucie pas assez pour y revenir, pour rejuger le passé. Il n'y a rien sur quoi nous pourrions construire. Il n'y a que des cendres. Son visage s'est effondré. L'espoir s'est éteint, laissant place à un désespoir creux. Alors c'est tout. Tu ne ressens rien du tout. Je ressens de la paix, ai-je dit. C'était la chose la plus honnête et la plus dévastatrice que j'aurais pu lui dire. J'espère sincèrement que ta thérapie t'aidera à trouver la tienne. À ce moment-là, Vincent a franchi la porte, m'apercevant. Il a fait un petit signe de la main, ses yeux se posant sur Chloé avec une brève reconnaissance neutre avant de me regarder, une question dans le haussement de ses sourcils. Je lui ai fait un petit sourire sincère, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et je me suis tourné vers elle pour la dernière fois. Mon ami est là. Je dois y aller. Je me suis levé, reprenant mon café. Prends soin de toi, Chloé. C'était le rejet d'un étranger, un adieu poli et définitif. J'ai marché vers le comptoir pour rejoindre Vincent. J'ai entendu le grincement de sa chaise. Un son étouffé. Je ne me suis pas retourné. Vincent m'a tapé sur l'épaule. Ça va, mec? Jamais été aussi bien, ai-je dit, et je le pensais. Prêt à y aller? Alors que nous sortions dans l'après-midi fraîche, je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. Je n'ai pas senti son regard dans mon dos. J'étais déjà parti, et ce depuis des mois. L'homme qu'elle suppliait n'existait plus. Il était parti un soir, et à sa place se tenait quelqu'un qu'elle ne connaîtrait jamais. Quelqu'un qui s'était construit une vie, morceau de paix après morceau de paix, sur une fondation de dignité silencieuse, loin du bruit de ses conséquences. Le dernier fil a été coupé non pas par un cri mais par une vérité calme et définitive, et le silence qui a suivi était enfin complètement le mien. Commentaire, je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette capacité à protéger sa dignité avec calme. Se respecter soi-même permet de poser des limites sans avoir à crier. La guérison se fait souvent dans le silence quand on choisit de lâcher ce qui nous blesse. Soyez bienveillant envers les autres, mais commencez toujours par l'être envers vous-même. Prendre ses responsabilités, c'est aussi décider de construire sa propre paix jour après jour. J'espère que cela vous donne envie de réfléchir à vos relations avec plus de clarté. Choisir le calme n'est pas une faiblesse, c'est une véritable force intérieure. Vous méritez une vie où vous vous sentez vraiment en paix avec vous-même. Dites-moi dans les commentaires ce que cette idée de dignité silencieuse vous inspire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.